Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit podcast pour parler aujourd'hui notamment d'un certain sport, ton sport, le triathlon. Donc pour ça je suis avec Patrick ici présent, que je connais bien, ami de la famille de longue date. Et donc là-dessus je te laisse te présenter Patrick. Eh bien donc Patrick, j'ai 66 ans, je fais du triathlon depuis 8 ans. J'ai démarré le triathlon parce que je faisais un petit peu de course à pied et puis j'avais des problèmes de tendons. Ces problèmes de tendons n'ayant pas été réglés par le kiné, j'avais pris un kiné à côté de chez moi, j'ai acheté un vélo d'appartement en me disant que j'étais trop vieux pour faire du sport. Au bout de 3 mois, je m'embêtais un peu, je me suis mis à faire un peu de natation parce que j'ai toujours aimé nager. Au bout de 3 mois, j'ai réussi de courir et je trottinais. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un triathlon. Et j'en étais là de mes réflexions quand le Père Noël en 2015 m'a apporté un vélo. Alors là, je me suis dit, je suis obligé de m'y mettre. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai fait mon premier triathlon en 2016. Et puis j'ai trouvé ça super. Et puis voilà, puis c'était parti. Du coup, tu as démarré sur quelle distance pour ton premier triathlon? Alors, ma première distance en vélo, ça a dû être 10 km. J'ai été tourné autour de Longchamp et je suis revenu. C'était déjà un exploit. Et puis petit, j'ai augmenté. Non, après, j'ai démarré vraiment par le triathlon découverte. Puisque le triathlon, c'est comme les t-shirts, il y a S, L, XL. Et donc voilà, et la possibilité de démarrer par un triathlon découverte, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à partir du moment où on s'est nagé 750 mètres, on s'est pédalé pendant 20 km et on s'est trottiné pendant 5 km, on peut faire du triathlon. Oui, peu importe ton niveau du coup. Ouais. Oui, tout à fait, peu importe le niveau. Le triathlon, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très 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 populaire. Ça ne s'adresse pas forcément à des gens qui ont un profil de compétiteur. Et il y a un aspect santé qui est aujourd'hui vraiment très très important dans le triathlon, parce que c'est des sports portés, parce que c'est varié, parce que c'est ludique. Dans les clubs maintenant, il y a même des sections spéciales pour les gens qui veulent faire ça en loisir, avec simplement un entraînement course à pied par semaine, un entraînement piscine, et quand il fait beau, on peut faire du vélo. Donc on est vraiment dans un cadre de santé, parce que c'est un sport qui est excellent pour justement pour les gens qui veulent rester en forme dans un cadre ludique. Mais là-dessus, du coup, tu vois un changement dans la façon de percevoir le triathlon par rapport au... J'ai dit que tu as commencé en 2016, parce que c'est vrai que moi, je le vois aussi à mon niveau en tant que coach sportif, que ça prend une plus grande ampleur aujourd'hui, le triathlon. C'est de plus en plus connu et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins aussi ce côté connoté, justement, être extrêmement bon et extrêmement athlétique pour pouvoir y arriver, que c'est un peu plus accessible aujourd'hui, tu le vois aussi? Oui, c'est-à-dire que l'origine du triathlon, c'était à Hawaï, les militaires américains qui voulaient savoir qui du cycliste, du coureur ou du nageur était le meilleur. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de regrouper en fait 3 épreuves qui existaient déjà, une de natation, une de vélo et une de course à pied. Et mais ils étaient une quinzaine à faire ça la première fois. Et sur le petit courrier que la personne qui organisait ça avait envoyé aux participants, il avait dit celui qui gagnera sera le nom de Ironman. Et c'est comme ça que ça a démarré, et en fait ça a attiré les médias. Ça a attiré les médias parce que ça a commencé à avoir un petit peu... Il y a de plus en plus de monde qui est venu faire ce triathlon à Hawaï tous les ans. Puis il y avait des images assez spectaculaires, parce que il y avait des images de souffrance, il y avait des images de gens qui titubaient en sortant de l'eau, en passant la ligne d'arrivée, etc. Donc ça faisait le buzz, les gens se sont dit « Ah, il y a un truc hors du commun à faire », et quelque part l'origine du développement du triathlon, c'est ça. Et ça, c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque Ironman, c'est une société privée qui organise des triathlons longue distance, avec un championnat du monde spécifique qui a lieu d'ailleurs à Hawaï ou à Nice en alternance. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, le profil, c'est des gens qui ont fait, qui sont mis à la course à pied, qui ont fait un marathon, 2 marathons, 3 marathons,
et puis qui ont envie de progresser et d'aller un petit peu plus loin dans dans le sens de l'effort, et avec un objectif de finir. Les objectifs à ce moment-là, c'est de finir. Donc il y a toute une population comme ça qui sont attirés par le triathlon pour le côté exploit hors norme. Il y a une autre partie qui est également très importante, qui est là dans un profil d'activité sportive de loisirs, avec ou sans compétition. Les compétitions pourront être des compétitions de longue distance avec objectif d'être finisher, ou plutôt des courtes distances avec un objectif de classement ou un objectif de temps. Et puis il y a également des gens qui font du triathlon sans objectif du tout. Et on retrouve ces trois profils, je dirais, dans les clubs de triathlon. Avec pas mal de gens aussi, il y a quand même une certaine exigence. D'abord, il faut avoir de la régularité, il y a une certaine exigence. C'est un sport qui peut sembler attractif vu de l'extérieur, mais qui demande quand même de faire ça sérieusement. C'est clair. Parce que tu dois travailler quand même sur 3 disciplines en même temps. Donc, ouais, il faut être régulier. C'est vraiment, c'est une activité. Il y a des activités sportives qu'on peut faire de manière occasionnelle, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de régularité. Là, il y a une exigence quand même de régularité. Je sais pas si je suis 100% d'accord, dans le sens où, dès lors où tu vas avoir justement, ça va être le point suivant, mais des objectifs, ça demande forcément une certaine régularité, peu importe ton sport. Si je veux exceller dans le jonglage, il va falloir que j'en fasse plus qu'une fois par mois. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais on peut faire du triathlon sans vouloir exceller, simplement vouloir avoir une activité, tu vois, pour être en forme. Et je vois par exemple mon épouse qui fait de l'aquagym, elle n'hésite pas à faire sauter une session d'aquagym. Moi j'ai plus de mal. Non, triathlon c'est plus compliqué, il faut vraiment être régulier. Oui, il faut la discipline derrière. Je suis pas sûre que l'aquagym demande autant de discipline. Voilà, on est bien d'accord, avec tout le respect. C'est qu'on a pour l'aquagym. Nathalie, si tu nous entends. Et tous les pratiquants d'aquagym ont pour respect. Du coup, maman aussi, à Saint-Maxime. Du coup, il faut qu'on arrête de rigoler quand on parle de l'aquagym. On va avoir les associations d'aquagym qui vont nous intéresser. Comment ça, c'est pas un sport? Et du coup, le point suivant qui était intéressant et que je voulais aborder, c'était pourquoi se fixer des objectifs. Et alors l'objectif, c'est venu comment aussi déjà par rapport à toi, ton parcours? Le fait de dire, là je vais faire une compétition de triathlon, c'est plus un passe-temps, entre guillemets, c'est ça. Alors en fait, j'ai découvert ça parce qu'entre 30 et 40 ans, j'ai fait du golf. Et l'intérêt du golf, très très vite pour voir sa progression, elle est par rapport à un handicap. Et ce handicap, on le sait, on le constate en faisant des compétitions. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à aborder le sport, non pas dans un cadre loisir, mais dans un cadre plus orienté compétition. Ce qui nécessitait d'ailleurs d'avoir au minimum 3 entraînements par semaine. J'ai découvert à ce moment-là que si on voulait vraiment progresser en dessous de 3 entraînements par semaine, c'était quand même compliqué. Et donc c'est ça qui a commencé à me donner le goût de la compétition. Parce que la compétition pour moi c'est un moyen de s'évaluer. Le triathlon, on s'entraîne beaucoup chaque semaine et finalement on a très peu de compétitions. Moi je fais 3 compétitions par an. Donc je dirais 98% de mon activité sportive de triathlon c'est de l'entraînement. Et comme c'est pas toujours évident de se lever le matin et d'aller s'entraîner, parce qu'on est obligé d'une part d'avoir cette régularité, on a un sport de plein air et les conditions climatiques parfois c'est compliqué, puis parfois tout simplement on n'a pas envie. Donc parmi les différentes motivations qu'on peut avoir et qui nous poussent à sortir de sa zone de confort, le fait d'avoir un objectif,
C'est un peu comme une boussole qui nous donnerait la direction. Voilà, on se dit, tiens, qu'est-ce qui peut être sympa de faire cette année? Tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif? Tout le parcours, tout le chemin qui est nécessaire d'accomplir pour atteindre l'objectif est aussi intéressant. On voit si on progresse, si on ne progresse pas, quelles sont les erreurs qu'on fait. Il y a plein de contraintes qui nous tombent dessus en permanence aussi, avec lesquelles il faut s'adapter. Donc c'est tout un chemin en fait qu'on fait pendant une année avec cet objectif en tête et avec toutes les contraintes et qui nous permet d'être aussi heureux quand on franchit la ligne d'arrivée. En fait. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as pu constater depuis toutes tes années d'entraînement un changement par rapport à ton regard de toi-même et même de ton corps en général, de ta vie? Oui, alors absolument, c'est-à-dire que j'ai découvert que le sport, quand on le fait un petit peu, entre guillemets, sérieusement, on apprend à se connaître, on est obligé, je dirais, de bien se connaître, et on est surtout obligé de ne pas se raconter l'histoire. Parce qu'entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a un gap, et que ce gap, on y est confronté d'une manière tout à fait objective. Un temps, c'est quelque chose d'objectif. Une distance, c'est quelque chose d'objectif. Une limite que l'on peut avoir, qui est sanctionnée par une blessure, c'est quelque chose d'objectif. Un classement, c'est quelque chose d'objectif. Donc on est obligé vraiment de regarder de se regarder et de se voir de la manière la plus objective possible, et on ne peut pas se raconter l'histoire. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et puis c'est c'est déjà bien. Donc tu te sens plus objectif par rapport à excuse-moi, je sais ce que je voulais dire. Et puis ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, en fait. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que quand on est dans son canapé, on peut se raconter beaucoup de choses. Mais quand on dit ok, je me lève, je mets les baskets, je vais courir, ou je fais ci, je fais ça, enfin peu importe, c'est pas facile, c'est compliqué de se bouger. Et puis c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des moments où ça ne va pas être que du plaisir, il y a des moments où on va être dans des périodes où on va devoir monter dans les tours, on va apprendre à souffrir, à ce qu'est la souffrance, on doit affronter la souffrance, on va l'affronter de manière volontaire, de manière réfléchie, on va essayer de ne pas la subir, on va essayer de jouer avec, et ça aussi c'est quelque chose qui fait grandir. Je te rejoins là-dessus. Et le troisième point, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. On a sans arrêt des trucs qui nous tombent sur la tête. On découvre que la vie est injuste et que la justice fait partie du jeu aussi. Et que la justice en elle-même, finalement, quand ça nous tombe dessus, si on le voit comme un problème, on risque un petit peu de subir. Alors que si on voit ça comme un challenge en disant le chemin est pas facile, il y a telle et telle contrainte que j'avais pas prévue et il faut que je joue avec ça pour essayer de dépasser ces contraintes et de continuer mon chemin, ça devient aussi intellectuellement, ça devient quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Ce qu'on pourrait appeler banalement du développement personnel au final. C'est du développement personnel, c'est aussi une attitude qui oblige à être humble, qui oblige à savoir aussi s'entourer, savoir demander des conseils, savoir... on est un peu loin de l'image de moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, parce que très très vite ça explose. Ça fonctionne pas avec... Non, ça fonctionne pas, puis c'est surtout pas profondément, c'est pas le sens de la démarche. Et puis je rebondis par rapport à ce que tu dis sur le confort. Moi j'avais un prof de danse qui nous disait ça en stage, qui me disait votre corps il fonctionne à l'économie, donc bien sûr. Il voudra toujours aller vers la flemme, vers ce qui est confortable. Bien sûr. Et c'est après quand tu te rends compte aussi au bout d'années que en fait c'est même
tu dépasses ta zone de confort, mais au final tu l'élargis en la dépassant. Donc ce qui était inconfortable au début est confortable aujourd'hui, et ainsi de suite. Et c'est hyper encourageant aussi pour les autres personnes qui sont au stade de débutants et au démarrage de leur pratique. Oui, d'autant plus que finalement, que l'on débute ou qu'on soit confirmé, la problématique est toujours la même. C'est clair. C'est qu'on dit je vais essayer ça, on essaye, on découvre que c'est compliqué, qu'il faut effectivement sortir de sa zone de confort, que c'est pas facile, et puis petit à petit on franchit les étapes. Et on retrouve cette logique-là, quel que soit le niveau finalement. Ouais, et qui sont finis d'ailleurs. Sauf pour ceux qui font de l'aquagym. C'est quelque part. Est-ce qu'il y a une zone d'inconfort dans l'aquagym? Aujourd'hui, c'est l'aquagym. On aime tous les sports, mais l'aquagym. On aime aussi. Bon, un peu moins. Différemment, t'as le même amour. Et du coup, ça va être aussi intéressant de parler de ça, de ton entraînement, de l'organisation, et aussi cette problématique qui peut être posée sur un sport aussi complet qui demande du coup un jour une discipline en particulier, donc un jour la partie vélo, la partie natation, la partie course, et comment l'organiser vu qu'en plus on est sur la longue distance, donc comment gérer son entraînement et son volume d'entraînement, et autour de tout ça, sa vie aussi, du coup. Alors ça, c'est un peu le fond du sujet. Ouais, c'est-à-dire que c'est une activité comme le triathlon, c'est quand même chronophage, parce qu'il y a 3 sports. Et il ne faut pas croire, si on courait avant, qu'on va pouvoir diviser par 3 le temps de course pour compléter par de la natation et du vélo. Non, c'est ce qu'on faisait en natation. Il faut faire la même chose en vélo, il faut faire la même chose en natation, vélo et course à pied. Donc la gestion du temps, c'est quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai commencé les 2 premières années à m'entraîner tout seul dans mon coin, et c'est mon fils qui fait de l'ultra trail qui m'a conseillé de m'inscrire dans un club, ce que j'ai fait, et j'avais pas l'habitude du club. Et le club, je suis au club de Courbevoie, et le club permet d'avoir des créneaux d'entraînement, d'avoir des coachings, d'avoir un environnement qui permet de structurer à notre place l'entraînement, à la fois quantitativement et qualitativement. En plus, les créneaux sont intéressants parce que, par exemple, les créneaux de natation sont tôt le matin, avant l'ouverture de la piscine, tard le soir. La course à pied, c'est tard le soir. Le vélo, c'est le samedi matin. Donc, c'est adapté à des gens qui travaillent, qui ont une activité professionnelle. Voilà, ce qui fait que l'organisation en fait peut être gérée en fait par le club. Après, moi personnellement étant à la retraite, le club est une des parties de mon entraînement, mais la majorité de mon entraînement je le fais en journée, ce qui me permet d'ailleurs d'avoir beaucoup plus d'entraînement dans la semaine, avec des entraînements moins intenses ou moins de volume. Parce qu'en vérité, ce qui compte, c'est d'abord la chose la plus importante, c'est la fréquence de l'entraînement, ensuite vient le volume, et ensuite vient l'intensité. Mais c'est pas forcément compatible avec une activité professionnelle, ce qui fait que la plupart du temps, il y a peu d'entraînements, des entraînements qui soit avec des gros volumes, soit avec des grosses intensités. Ce qui n'est pas très gênant en dessous d'un certain âge où le corps a quand même des capacités d'encaissement qui sont moins vraies quand on avance dans l'âge. Ouais, ça va être une problématique intéressante aussi à soulever, mais ça me fait rebondir sur 2 choses que tu dis. Déjà, la première, c'est du coup, tu disais que tu as fait 2 ans d'entraînement solo, et ensuite en club, en partie en tout cas. Est-ce que tu as vu une différence du coup du moment où tu t'es entraîné seul et ensuite avec les compétences du coup des autres personnes pour t'entourer? Eh ben, ça n'a rien à voir parce que quand je m'entraînais tout seul en vélo,
Je faisais des tours dans le Val d'Oise où je montais une côte à ma cadence. En club, on est dans un groupe et on se retrouve très vite en compétition pour ne pas lâcher la roue ou pour coller à l'autre, etc. Et donc tout de suite, ça oblige à monter dans les tours. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça, cet effort-là, tout seul, c'est impossible à faire. Plus niveau motivation psychologique. C'est impossible à faire. En natation, quand vous avez un coach qui se prend pour Philippe Lucas, vous restez pas une demi-heure à tenir le La même coiffure ou pas? Non, c'est la même, voilà, la même intensité. Donc pareil, ça vous booste et ça rigole, c'est sympa, et vous bossez. Course à pied, bah, c'est pareil. Moi, je me suis retrouvé. On partait de Courbevoie le jeudi soir pour aller courir au Bois de Boulogne. J'étais obligé de venir 20 minutes avant m'échauffer pour suivre rien que l'échauffement pour aller au Bois de Boulogne. Donc ça permet vraiment de sortir. Et puis ensuite, il y a tout les réseaux sociaux en fait. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp dans notre club. Ce qui permet d'être au courant de qui fait quoi, etc. et tout ça. Et donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. De pouvoir partager son expérience, c'est quelque chose d'intéressant. De pouvoir se lancer des challenges entre nous, c'est vraiment intéressant. Donc le club, je pense que... Enfin, je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu sans club. Sans club. Et ça permet en plus de voir des copains où on est à peu près du même niveau et se dire tiens, il a fait ci, pourquoi je ne le ferai pas moi? Ouais, l'aspect de groupe du coup, et puis c'est encore plus enrichissant de voir ça parce que ça peut être aussi ramené à un sport très individuel, très même solitaire. Des fois le triathlon, je passais des fois des histoires comme ça de au final personnes très renfermées dans leur pratique. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette autre possibilité de se dire, en club, en fait, on va être toute une communauté à se pousser les uns les autres pour aller chacun atteindre son objectif et puis booster un peu dans les entraînements. Alors oui, absolument, tu as raison. Et l'aspect renfermé, il est peut-être lié aussi à autre chose. C'est comme c'est un sport chronophage, on peut aller aussi très loin dans la démarche. C'est sûr. Et en allant très loin dans la démarche, ça peut isoler. On peut avoir tendance à s'isoler. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'exigences. Et l'exigence, au bout d'un moment, elle commence à être difficilement compatible avec une vie sociale, avec des soirées, avec des fêtes, avec un certain nombre de choses. Donc il faut être attentif à ça. Il faut être attentif à ça pour savoir à un moment donné relâcher, ne pas rentrer dans une espèce de... Et toi, t'es allé du coup là-dedans, t'as réussi à garder cette forme d'équilibre du coup, ou est-ce que justement, pendant les périodes de préparation de compétition, c'était pas de vie sociale, focus sur la préparation et en dehors de ça, un peu plus light, ce qu'on appelle le off-season, quand tu es un peu plus relâche justement de pouvoir allier un peu plus de vie sociale, ou est-ce que c'est un peu constamment une recherche au final? C'est quand même un petit peu constant. Il y a un truc déjà de base, quand tu arrives pour faire la fête avec des copains et qui disent qu'est-ce que tu prends à l'apéro et que tu dis j'ai apporté ma bouteille de Coca Light, on te regarde bizarrement, ça fait bizarre. Tu te sors un petit peu du groupe. Alors au bout d'un moment c'est accepté, mais c'est vraiment pas évident quand t'es faut savoir que l'entraînement, il est préparé. L'entraînement, tu le prépares d'abord sur une base annuelle. Au mois de septembre, tu fais le bilan de ta saison, tu regardes tes forces, tes faiblesses, comment ça a marché, ce que tu avais prévu, etc. Tu te fixes tes objectifs qui vont être au mois de juin, juillet, puis tu fais un rétro-planning en disant, voilà, là, je vais aller avoir l'affûtage, là, je vais avoir la période spécifique pendant 2-3 mois, là, je vais avoir travaillé l'intensité, là, je vais avoir les fonciers, et tu remontes comme ça par période mensuelle. Et ensuite, semaine par semaine,
tu as du lundi au mercredi un tableur avec ton emploi du temps en disant tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Et ça, chaque fois que tu as une contrainte, les contraintes elles peuvent être météo, elles peuvent être physiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être, enfin tu as toujours plein de contraintes. Moi, je sais qu'en 8 ans, je n'ai jamais réussi à tenir à 100% un planning hebdo. Jamais, jamais, jamais. Et à chaque fois, c'est une grande frustration parce que tu fais quand même beaucoup d'efforts. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à dire, non, c'est pas grave. Ouais, et puis je pense qu'il faut même partir en tête en se disant, de toute façon, ce sera pas parfait, quoi. Pour s'enlever déjà un peu cette frustration. Absolument, tout à fait. Mais c'est un peu compliqué parce que... moi, j'ai un exemple. J'avais mon coach me cassait les pieds en disant qu'il fallait bien travailler, comment monter sur un vélo à la volée. Après une transition, on sort de l'eau, on prend le vélo, on va démarrer, et puis il faut laisser les pédales, enfin les chaussures sur les pédales, sauter dessus, etc. Et moi, il me faisait un peu rigoler. J'arrivais, je sortais de l'eau, je prenais mes chaussures de vélo, je les mettais, je marchais après sur les talons pour sortir de la zone, et puis je marchais, et puis ça allait très bien. Ça allait très bien, sauf que j'ai découvert au championnat d'Europe qu'on était 10 dans une minute. Et donc là, tu te dis, non, ça va pas très bien du tout. C'est tous les petits détails comptent. Et là, tu deviens perfectionniste. Et à partir de... C'est toujours un petit peu frustrant de dire tiens là je vais lâcher et ça peut vite tourner à l'obsession. Donc il faut essayer de rester lucide. Et je crois que l'environnement là est extrêmement important. Qu'ils disent bon allez maintenant ça suffit, tu te calmes, etc. C'est quelque chose d'important parce que oui tu peux t'isoler et tu peux rentrer dans une logique qui est pas tout optimisé quoi. Oui, tu essaies de trop optimiser, ce qui est, puis tu as aussi tout l'exemple des élites que tu suis beaucoup. Maintenant, les élites sur les réseaux sociaux, on peut beaucoup les suivre. Donc, tu vois la manière dont ils travaillent, donc tu essaies de t'en inspirer. Sauf que ils sont dans des environnements. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est même pas comparable. Ça a absolument rien de comparable. Rien de comparable. Moi, quand je dis le cadre idéal que j'aurais pour m'entraîner, en fait, ce serait un monastère. Ça serait parfait. C'est ça, oui, j'imagine. Voilà, donc il faut apprendre à garder, à faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est beau. Ça sera la phrase du patient. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. J'aime bien, ça me parle pas mal ça. Mais c'est pas facile quand même. Non, c'est sûr. Et du coup, oui, justement, le point qui te concerne, je pense, le plus. Alors, je reviens, ça va être mêlé à cette notion aussi de ce que tu disais au niveau de l'entraînement, fréquence, intensité, volume. Toi, il y a eu aussi la question de l'âge qui se pose et comment adapter, surtout que je pense que ce que tu dois voir aussi, comme tu disais beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est les athlètes, les grands athlètes que tu vois, j'imagine qu'ils sont pas dans ta tranche d'âge forcément, donc difficile de s'identifier à des personnes qui sont pas dans ta tranche d'âge, voire même de ta génération, et comment réadapter du coup les entraînements pour que toi ça puisse matcher avec... Alors déjà, en fait, plus tu avances dans l'âge, plus tu découvres que ta problématique sportive est apparentée à un sportif élite. Dans la mesure où le sportif élite, sa grosse problématique, c'est de pousser son corps au maximum sans basculer dans les blessures. Et plus tu avances dans l'âge, plus ta fragilité augmente. Donc plus cette problématique devient effectivement essentielle. Comment pousser au maximum ton corps sans faire la bascule dans la blessure. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, et de plus en plus, notamment avec l'essor depuis un certain nombre d'années de la course à pied, tu as quand même de plus en plus de vétérans qui courent, ou qui nagent, ou bref, qui font du sport. Et les compétitions de vétérans sont de plus en plus acharnées, et donc on s'éclate autant. Aujourd'hui, on peut, à 70 ans, 75 ans, s'éclater comme un petit fou à faire un championnat de France ou des compétitions internationales ou représenter la France.
C'est vraiment des possibilités qui existent, et ça c'est quand même extraordinaire, passer un certain âge. Alors certains peuvent vouloir faire, je sais pas moi, de la cuisine, du voyage, etc. Mais le fait de se dire, tiens, je me débrouille pas trop mal dans un sport, je vais essayer de pousser la chose et en faire une passion, ça permet de passer des bons moments et bien profiter de sa retraite, quoi. C'est vraiment génial. Après, en termes d'adaptation, alors il y a des auteurs qui ont écrit sur effectivement passer 40 ans, l'entraînement du sportif passé 40 ans. Mais souvent l'entraînement du sportif passé 40 ans, on explique qu'il faut continuer à faire de l'intensité. Simplement, il faut réduire le nombre de séances, de sessions, de volume, etc. Tout ça. Ce qui correspond en fait quelque part à l'attente des gens qui se disent, bon, j'ai moins de vitesse, par contre l'endurance je la garde, donc je vais plutôt faire doucement allonger mes distances. Bon, en fait, c'est pas l'idéal parce qu'il faut en permanence renforcer ses muscles, renforcer ses tendons, renforcer ses articulations. Et ça, pour que ça se renforce, faut les traumatiser. Puisque c'est une fois qu'on les a traumatisés, qu'on les met en récupération, qui reprennent, qui reprennent un peu plus, et voilà, il y a un mouvement comme ça. Donc il faut continuer. Par contre, effectivement, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qui est fait pour quelqu'un de 30 ans à quelqu'un de 60 ans. On ne peut pas faire un copier-coller. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est qu'à 30 ans, les piliers, les fondations en triathlon, c'est les entraînements natation, vélo et course à pied. Et après, en périphérie, il y a l'aspect alimentation, il y a l'aspect repos, il y a l'aspect préparation physique, mobilité articulaire, étirement, enfin souplesse et musculation. Mais passé un certain âge, en fait, le triptyque est complètement inversé. C'est-à-dire que la base, c'est la préparation physique, c'est l'alimentation et c'est le repos. Et par-dessus vient se greffer un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo et un petit peu de natation. Donc voilà, il faut comprendre que le mode de fonctionnement et le mode d'entraînement va bouger. Et il y a aussi autre chose, c'est que dans un entraînement traditionnel, il y a toujours un challenge, j'en parlais tout à l'heure, l'intérêt d'être en club parce que ça pousse à tout le temps se dépasser. Sauf que, passé un certain âge, il faut faire très attention à cette logique du dépassement en permanence. Parce qu'elle est très, encore une fois, passé un certain âge, c'est quelque chose qui peut être très, très négatif. Et il vaut mieux jouer sur la fréquence plutôt que, comme je le disais, que sur le volume et l'intensité. Donc voilà, il faut en faire beaucoup, mais peu. Et juste quand tu dis qu'il n'y a pas d'exemple, il y a quand même de plus en plus d'exemples. Et puis j'allais te dire, du coup, même pour toi, j'imagine que c'est aussi une motivation peut-être profonde que tu as de vouloir montrer l'exemple. De dire, voilà, les générations futures, moi j'ai 66 ans et je peux faire ça, et donc rien ne vous empêche de vous, plus tard, de faire pareil. Alors, je vois pas tellement ça comme ça, parce que je crois que c'est une démarche quand même individuelle. Quelqu'un qui a envie de continuer à faire du sport le plus longtemps possible, c'est un peu une démarche individuelle. Par contre, je le vois beaucoup plus, la vertu d'exemple, je la vois beaucoup plus par rapport aux gens de mon âge. Parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui n'ont pas forcément une culture sportive, qui n'ont pas forcément envie. Et quand on discute et que je leur explique à partir du moment où, ce que je disais, on peut nager 750 mètres, faire 20 km de vélo et trottiner 20 km, on peut faire du triathlon. Et donc, j'essaye de leur faire comprendre que, sauf pathologie, parce que c'est vrai qu'il y a des pathologies qui empêchent de le faire, mais sans pathologie handicapante, c'est à la portée de tout le monde de le faire. Alors, plus ou moins vite, plus ou moins à un niveau.
Et ça, je trouve que là, la valeur d'exemple, elle me semble plus importante. Ouais. Parce que souvent, les gens de mon âge n'ont pas le goût de l'effort, ou n'ont pas le sens de l'effort, ou ne comprennent pas l'intérêt de l'effort. Alors ils comprennent qu'effectivement, se bouger, c'est ça, mais ils voient dans cet aspect de faire des exercices physiques, d'avoir une activité physique, ils voient plutôt une contrainte, ils voient quelque chose d'ennuyeux, de fatigant, de pénible. Ils voient pas ça comme quelque chose d'exaltant, ils voient pas ça comme quelque chose d'enthousiasmant, ils voient pas ça dans quelque chose qui leur permettra de dire bah tiens, je suis là, je peux peut-être viser là, et puis je peux peut-être viser là, etc. Et que tous les matins ils vont se lever avec la banane en disant tiens, aujourd'hui je vais essayer de travailler ici, ou je vais essayer de travailler ça. Et ça, c'est non seulement profitable sur le plan physique, mais c'est aussi profitable sur le plan mental. C'est sûr. Et tu penses que justement, enfin, là, des personnes avec qui tu as pu avoir cet échange, c'était des personnes qui avaient un passif sportif justement, ou pas du tout? Non, et donc, non, parce que ça peut je pense aussi se comprendre, en tout cas se justifier par rapport à ça, à se dire bon, bah oui, mais je vois, comme je sais pas ce que c'est et j'ai jamais eu le goût du sport, difficile pour moi aujourd'hui à tel âge de m'imaginer prendre ce goût-là. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, surtout quand tu arrives dans les âges vers la retraite, de l'histoire que tu te racontes, et de te dire bon, bah, se brider soi-même, dire bah non, j'ai pas les capacités, c'est trop tard pour moi. Je pense qu'on va beaucoup plus se donner une image négative de soi-même et de son corps et de ses capacités aussi. Il faut s'orienter vers l'aquagym. Non, alors, je dirais... De sous-estimer ses capacités en tout cas. Je dirais, moi j'ai un exemple très simple, c'est que j'ai un copain avec qui j'ai fait mon service militaire, et durant notre service militaire, on cherchait à tirer au flanc. On n'avait pas du tout le goût du sport. C'est pas qu'on n'avait pas le goût du sport, c'est que le goût du sport avec quelqu'un qui te hurle dessus pour marcher très vite ou quoi. Oui, et puis surtout pourquoi? Pour faire quoi? Il n'y avait peut-être pas de sens non plus dans ce que... Ouais, ça, ouais, peut-être. Et toujours est-il que nos chemins ont complètement divergé, puisque on est toujours resté amis, toujours. Et moi, j'ai toujours continué à faire du sport, et lui a complètement arrêté le sport. Et il y a 8 ans, quand j'ai démarré le triathlon, il m'a dit mais t'es complètement fou, c'est n'importe quoi, laisse tomber, qu'est-ce que tu t'emmerdes, etc. Et donc c'était il y a 8 ans. Et puis bon, il a vu ce que faire l'aquagym, c'est mieux. Et voilà, alors je lui ai dit non, je ne vais pas recommander l'aquagym mais je lui ai rien dit du tout. Et simplement, il y a 15 jours de ça, il m'a envoyé une photo avec un dossard. Il avait pris un dossard pour un 5 km. Génial. Donc pourquoi? Parce que quelque part au fond de lui-même, il avait beau me dire mais tu vas te faire mal, tu vas te squatter, moi je suis un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien boire, je profite de la vie, etc. Quelque part au fond de lui-même, il se dit si je me bougeais un petit peu, ça serait peut-être pas bête à mon âge, parce qu'à mon âge c'est quand même la santé qui est la priorité des priorités. Et donc voilà, ça j'y crois vraiment. Le fait simplement, en montrant le plaisir qu'on a à faire ça, les avantages qu'on en retire, je crois que les gens, quelque part, ils le savent. Et quelque part, en voyant quelqu'un le faire, il dit, s'il le fait, pourquoi pas moi? Donc ça, j'y crois. C'est pour ça que je parlais beaucoup de cet exemple-là, où ça a été le cas... Par exemple, le marathon, la première femme qui l'a couru, tout le monde lui a dit c'est pas possible pour les femmes. C'est juste impossible. Tout à fait. Et au final, dès lors qu'elle l'a fait, ça a laissé l'accès à beaucoup d'autres femmes parce qu'on s'est dit c'est possible. Donc, je pense que c'est ça. Plus tu vas voir quelque chose où tu te disais de base, non, c'est pas possible, pas à mon âge, pas avec ci, pas avec ça. Et plus tu as d'exemples, plus tu incarnes l'exemple, du coup, en l'occurrence. Et au final, plus c'est vertueux. Donc oui, c'est pour ça que je trouvais que ta posture, du coup, à toi, était intéressante par rapport à ton entourage, par rapport au message que tu veux aussi sans doute passer, de dire, si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Il y a aussi une chose intéressante, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai démarré à Facebook avec le triathlon,
pour essayer de faire un petit peu comme un journal de bord, en fait. Et la première photo que j'avais mise, c'était la photo du Noël où j'ai reçu un vélo. Et j'ai dit Noël 2015, à force de dire que je ferais bien du triathlon, j'ai reçu un vélo, pourquoi pas. Et voilà, et j'ai publié comme ça, au fur et à mesure, les 8 années jusqu'à arriver au championnat du monde. Et je pense que ça aussi fait comprendre le plaisir qu'on peut avoir, mais aussi les difficultés qu'on peut rencontrer. Et que ça c'est susceptible de donner envie, non pas envie par rapport à des résultats ou par rapport à une image ou par rapport, mais simplement de donner envie en comprenant que voilà, c'est un chemin à parcourir. C'est plus qu'un chemin, je dirais, c'est un labyrinthe que l'on parcourt. C'est un labyrinthe, on va dans un sens, on va dans un autre, on avance un peu, on recule un petit peu, etc. Et puis voilà, puis il y a des trucs plaisants, il y a des trucs qui le sont moins, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs qui ne le sont pas. Et c'est une véritable aventure, qu'on vit. Et une aventure qui nous fait évoluer, qui nous fait bouger, qui nous fait réfléchir et qui est pleine de sens. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore, mais par rapport à justement avoir commencé la compétition et puis au final les ambitions ont grimpé aussi en même temps que tes années de pratique pour arriver du coup au championnat. Donc comment ça s'est fait? Comment tu as vécu les choses petit à petit? Alors, ça s'est fait vraiment. Enfin, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire un jour les championnats de France. Jamais. Et puis, donc j'ai commencé par faire des triathlons S, puis après j'ai fait des triathlons M, et puis ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis je ne sais même pas pourquoi ou comment, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les championnats de France. Et il y a des disciplines comme la natation, l'athlé, etc., où les championnats de France sont faits par groupe d'âge. Alors ça peut être les jeunes, ça peut être les minimes, les cadets, etc. Ça c'est par tranche de 2 ans. Et à partir de 20 ans, on rentre dans la catégorie junior, puis ensuite vétéran, enfin master. Et ça c'est des groupes d'âge tous les 5 ans. Et ça c'est vachement intéressant, parce que quand on fait le triathlon de Paris et qu'on est classé 1500 sur 2000 ou 3000, ça n'a pas grande signification. Par contre, à partir du moment où on est classé dans la même tranche d'âge que les copains, voilà, là ça a un sens et là c'est marrant. Alors j'ai commencé par regarder d'abord par rapport au temps que je faisais moi, si j'allais être crédible ou complètement ridicule. Donc j'ai vu que ça passerait à peu près. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier championnat de France, où je suis arrivé dernier. Puis petit à petit, j'ai progressé. Et puis en 2022, j'ai fait podium, j'ai été 3e, j'ai fait podium dans le triathlon en courte distance. Ce qui m'a permis derrière de faire les championnats d'Europe à Munich. Et en 2023, j'ai refait podium dans ma catégorie et j'ai pu faire les championnats du monde à Hambourg. Ok. C'était comment les championnats du monde? C'était comment les championnats du monde? T'as senti une différence ou c'était au final une course de plus Non, c'est pas une course de plus. Ouais. Non, c'est pas une course de plus. C'est l'aboutissement quand même de 8 années d'efforts. C'est vraiment l'aboutissement de 8 années d'efforts. Il y a un cadre à la hauteur de ce que ça représente. Il y a une ambiance qui est exceptionnelle parce que les gens qu'on rencontre sont des gens qui sont pas là par hasard. On sait les efforts qu'ils ont dû faire, les choix qu'ils ont dû faire, donc il y a un sentiment d'appartenance à un groupe qui est très important. Il y a une solidarité, il y a un contact, il y a des discussions, il y a tout ça, c'est très important. On se fait très vite des amis pour la vie, je dirais.
on discute 3 minutes avec quelqu'un, on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes problèmes, les mêmes machins, on est là à peu près, on a suivi les mêmes. Donc ça, c'est une appartenance au groupe qui est très très fort. Et puis il y a cette explosion de joie quand on franchit la ligne d'arrivée. Moi j'ai la photo quand je franchis la ligne d'arrivée au championnat du monde, on a l'impression que j'ai gagné, tellement je suis complètement exalté. Et en fait, quel est le sens de ça? C'est que c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Ça, c'est quand même dingue d'avoir une médaille de champion de championnat de France, enfin une médaille de bronze de championnat de France, enfin c'est marrant, on dirait que tu crois toujours pas quand tu le dis. Mais non, tu crois pas. C'est pour ça que j'étais content d'avoir fait 3e 2 années de suite. Parce que la première fois, tu crois pas du tout. Tu dis, bon, allez, ils sont trompés. Je le prends quand même. Voilà, je le prends quand même. Donc t'hésites même à aller une 2e fois parce que tu vas dire, je vais être ridicule. Donc là, tout le monde va comprendre que je suis un usurpateur et que c'était n'importe quoi. Et j'étais très content. J'étais très content de confirmer la 2e fois. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, cette fois, c'était plus. Tu l'as davantage accepté. Que c'était pas une histoire de chance. Toujours ouais, pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais je me dis, bon. C'est marrant, ça. Tant que je continue, là. Alors, tu as fourni le même effort que tous les autres, au final. Donc. Ouais, c'est. Mais tu vas toujours trouver une raison de te dire, ouais. Non, mais c'est compliqué. En vérité, ce qui est drôle, c'est que tu découvres que sur une compétition comme ça, tu es incapable de savoir à l'avance ce que tu vas faire, parce que ça dépend pas de toi, ça dépend des autres en fait. Si les autres sont meilleurs que toi, ils sont meilleurs que toi. Si les autres sont bons pour toi, tout ce que tu peux faire, c'est d'avoir amené ton corps à un certain niveau. Ça, tu peux le faire. C'est ça, ton challenge. C'est ça ton boulot. C'est pour ça qu'au final, les dés sont un peu jetés déjà avant même de commencer la course. Les dés sont parfaitement jetés parce que tu sais à la minute près, tu sais très exactement ce que tu vas faire. Parce que par contre, tu sais pas ce que vont faire les copains. Donc voilà. Mais non, c'est monstrueux. Mais vraiment, ça doit être dingue. Ouais, c'est comme, je dirais, c'est comme monter au sommet d'une montagne, un peu. Voilà, je pense que le sentiment que tu as quand tu en as bavé, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été dur, puis à un moment donné, tu arrives, voilà, ça y est, t'es au sommet. Tu l'as fait. Avant même, au final, le résultat, c'est juste t'as franchi la ligne d'arrivée. Oui, voilà, c'est l'aboutissement de tout un chemin, en fait. C'est l'aboutissement de tout un chemin. Et du coup, l'après n'est pas trop compliqué, du coup, à gérer? Si. Alors, c'est compliqué parce que pour faire une similitude avec l'alpiniste, tu commences à faire des rochers de Fontainebleau. Après, tu vas faire quelques 3000. Après, tu fais le Mont Blanc. Après, tu fais l'Everest. Et quand tu as fait l'Everest, qu'est-ce que tu fais derrière? La question se pose. Du K2? Ouais, c'est un peu moins bas quand même. Oui, mais je crois qu'il est encore plus dangereux. Donc, alors il y a une question qui se pose, et ce qui est intéressant, enfin dans mon cas de figure à moi, c'est que j'ai quand même dû comprendre à un moment donné, mon corps en tout cas m'a fait comprendre, qu'il fallait que je passe de la logique championnat, il fallait aller plus vite que les copains, une logique Koh-Lanta. À la fin, il ne restera qu'un. Voilà. Et dit autrement, il faut passer du plus vite, plus haut, plus fort à qui veut voyager loin, ménage sa monture. Voilà. Et le challenge est différent, mais le challenge est tout aussi passionnant. Il y a un japonais qui s'appelle Imoru Hinata qui, à 83 ans, je crois, a terminé le championnat du monde à Hawaï. Et ce mec est un exemple. Tu disais qu'il y avait beaucoup d'exemples chez les vieux. Lui, c'est un exemple chez les vieux. Il est seul dans sa catégorie, par contre. Il est seul dans sa catégorie. Et la première fois qu'il l'a fait, il a raté
il était 2 minutes au-dessus des temps limites. Ah, ok. Donc il a dit je recommence l'année prochaine. Oh, le fou furieux. C'est incroyable. Et donc voilà, et ça c'est des modèles. Ouais. C'était quelqu'un qui s'est mis très tard, je crois qu'il avait 60 ans, et en fait c'était suite au décès de sa femme. Il s'est dit je vais me lancer là-dedans. Et c'est un type qui a une joie de vivre, une patate, une banane. Ça c'est ce que j'appelle la valeur de l'exemple, où tu dis bah oui, finalement on se rend compte que on n'est pas condamné à être dans son canapé, ou voilà, on peut vraiment vivre des aventures, des vraies aventures. Ouais, c'est intéressant, ça c'est clair. Bah, moi c'est ce que j'essaye de montrer aussi à des personnes qui sont beaucoup plus seniors, que je peux coacher individuellement aussi. C'est vraiment beaucoup dans cet aspect de résignation qui est fatal au final. Dès lors que tu es dans la résignation, bah, tu te pousses toi-même dans ce que tu penses, quoi. Alors que je vois tout de suite, dès qu'on cultive un peu plus, tout est possible au final, même si c'est dans une certaine mesure évidemment. Et bah au moins tout de suite, comme tu dis, comme l'exemple du coup de ce japonais, il y a le sourire en fait, et c'est ça qui compte surtout. En fait, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre au fond de soi quelles sont ses motivations. Lui, en l'occurrence, c'était suite au décès de sa femme, un moyen pour lui de retrouver un sens à la vie, et c'est une forte motivation. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est, enfin, la première démarche, c'est d'essayer de comprendre quelle est vraiment sa motivation. Et les motivations, elles peuvent être conscientes, elles peuvent être inconscientes, elles peuvent être avouables, elles peuvent être inavouables. Elles sont rarement uniques en plus. Souvent, on avance pour légitimer un engagement, on avance une raison, par exemple la santé, en triathlon. Mais en vérité, les choses sont plus complexes que ça, et non seulement elles sont plus complexes que ça, mais ça peut varier. Un jour, la motivation peut être, tiens, c'est vrai que j'étais l'objectif, un jour, ça peut être, il fait beau aujourd'hui, un jour, ça peut être, tiens, je vais retrouver les copains, un jour... Enfin, à chaque fois, on peut avoir des motivations qui varient. On parle beaucoup, en tout cas en coaching, de motivation intrinsèque et extrinsèque, et en disant que, bien sûr que la motivation extrinsèque, elle peut jouer quand justement les copains, la motivation extérieure, le regard des autres, etc. Et celle qui fait tenir, en tout cas dans la difficulté, c'est plus les motivations intrinsèques, parce que c'est justement peut-être le côté inavouable des choses. Je le fais parce que je veux me prouver à moi-même que pas aux autres. Je crois que chacun son combat intérieur, et le sport est un moyen, effectivement, de trouver un équilibre, de trouver un enthousiasme, de trouver... de savoir pourquoi tu te lèves tous les matins. Il y a beaucoup de gens à la retraite qui, tous les matins, ils se disent pourquoi je me lève. Donc voilà, ben là, on sait pourquoi on se lève tous les matins. Même si c'est une raison un peu débile, mais c'est pas grave. On sait pourquoi. On ne juge pas la raison, de toute façon. Et du coup, le dernier point, au final important, que je voulais aborder avec toi, c'était, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, la gestion de la blessure. Ce que je veux dire débile, c'est pas ceux qui font de l'aquagym, c'est quand je voulais le dire en plus. J'ai failli revenir sur l'aquagym. Je veux dire, quand tu te lèves le matin et qu'il pleut, tu vas faire 3 heures de vélo et tu dis mais pourquoi j'y vais? Bah parce que t'es débile, il n'y a pas d'autre réponse à ça. Quand je parlais de la motivation, je pensais à l'aquagym en me disant sauf ça, c'est pas une raison. Là, il n'y a pas besoin de motivation. Donc oui, la gestion de la blessure, justement, parce que toi, ça t'est arrivé personnellement, du coup. Alors la gestion de la blessure, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de difficile, parce que quand il t'arrive une blessure, tu ne sais jamais, déjà si tu vas guérir ou pas guérir, et tu sais jamais le temps que ça va durer. Et personne n'est capable de te le dire non plus. Donc psychologiquement, c'est vraiment compliqué, parce que tu es dans le noir complet. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que
crois que la blessure, c'est un moment où tu vas complètement faire un break par rapport à la routine dans laquelle tu es. Et ça va t'obliger à complètement sortir et bousculer ta routine. Et quand tu bouscules ta routine, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, et tu découvres plein de choses. Par exemple, en ce moment, j'ai un problème de tendon d'Achille, et je suis en train de découvrir l'elliptique. Et l'elliptique, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça permet de faire monter le cardio, tout en faisant travailler une chaîne qui est assez similaire à la chaîne de la course à pied, sans avoir le traumatisme lié à la course à pied. Alors que traumatisme très relatif, parce qu'en fait, on dit souvent course à pied c'est pas recommandé parce que c'est quelque chose de traumatisant ou pas. En vérité, ça dépend combien de temps on court. Je veux dire par là qu'on a naturellement une voûte plantaire qui fait office d'amortisseur et que cet amortisseur marche tant qu'on a une densité musculaire qui permet véritablement d'amortir. Et à ce moment-là, l'impact au sol, il est quasi insignifiant. Par contre, au bout d'à peu près 40-45 minutes, la tonicité musculaire s'affaiblit et là on commence à talonner et on commence à taper, donc là ça devient compliqué, mais voilà, l'elliptique permet d'avoir un échauffement et permet de courir derrière et donc à la fois de faire quand même du volume tout en travaillant la gestuelle, la cardio, etc. Et voilà, donc c'est un exemple de ce que une blessure peut à un moment donné amener. On va voir des kinés aussi. Les kinés, c'est assez intéressant parce que auparavant les kinés c'était des gens qui travaillaient tout seuls. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en groupe, ils ont plein d'outils, d'instruments, c'est des véritables petites salles de sport. Ils s'échangent des informations, on peut passer de l'un à l'autre aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément tous disponibles. Et donc ça permet de beaucoup mieux connaître son corps, de beaucoup mieux comprendre les exercices qui nous correspondent, ceux qui ne nous correspondent pas, etc. Et là encore, il y a une connaissance de son corps qui grâce à ça, qui est indispensable. De toute manière, on est obligé, enfin à partir d'un certain âge, on est obligé vraiment de s'intéresser au corps sous un aspect, je dirais, kiné, en fait, de préparation physique, pour essayer de comprendre si quand on commence à avoir une petite gêne, c'est grave, c'est pas grave, il faut faire quelque chose, il faut rien faire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qu'est-ce qui peut être bon pour l'un, pas bon pour un autre, etc. Ça, je pense que c'est là où, à partir d'un certain âge, ça fait la différence. C'est sur la connaissance de son corps et sur la manière dont on le prépare, dont on le... c'est ça qui permet de durer. C'est ça qui permet de durer. Ouais, mais c'est super intéressant, du coup, de voir ta vision de la blessure qui... Sans doute comme tout le monde, je pense au début, on le vit un peu comme un échec et tout ça, et après tu as réussi aussi à faire ce petit travail de recul, de dire en fait ça m'a ouvert d'autres voies. Alors, oui, ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit je me suis blessé, j'ai un problème, c'est mal barré. À partir du moment où on dit j'ai une blessure, j'ai un challenge, j'ai un obstacle sur mon chemin, mais on va faire ci, on va faire ça, et on va poursuivre le chemin, et bien là, ça devient passionnant. Ouais. Parce que le chemin, il serait facile, ça n'aurait aucun intérêt. À part, tout ce qui fait l'intérêt du chemin, c'est ses difficultés. Et si, plus on avance dans l'âge, moins il y a de compétiteurs, il y a bien une raison, c'est que le chemin il est de plus en plus compliqué. Donc plus il est compliqué, plus c'est intéressant de s'y confronter. Et puis le jour où on ne peut plus s'y confronter, c'est pas grave, on s'y confronte pas. Je m'entraînerai à faire le tour du pâté de maison. Et le tour du pâté de maison, c'est pas qu'une image. Une fois, j'avais eu un problème de lombaire. J'avais attaqué par faire le tour du pâté de maison avec mes béquilles. Et j'avais démarré comme ça toute ma rééducation. Et le challenge, c'était de faire le tour du pâté de maison avec combien d'arrêts. Au début, je faisais des arrêts tous les 10 mètres, et puis après 20 mètres, etc. et tout. Et c'était très ludique, en fait. Et il y avait un vrai challenge, c'était très motivant. Donc l'important, c'est pas... de jamais en avoir.
De jamais avoir de blessure. Oh, on en a des blessures. On en a des blessures. Non, l'important, c'est de ne pas considérer la blessure comme une catastrophe. C'est de se dire la blessure, c'est normal. Je sais que c'est dur, c'est difficile, parce que comme je disais, je ne sais pas si ça va redémarrer, je ne sais pas combien ça va prendre, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Mais se dire quelque part, je sais que dans 6 mois ou dans 1 an, je dirais, grâce à cette blessure, j'ai compris que. Et ça, c'est toujours vrai. Et je crois même qu'en règle générale dans la vie, quand il nous arrive quelque chose, un coup dur, et on se dit, voilà, et on est paumé, on ne voit pas ce que ça peut apporter. Et ben, la plupart du temps, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on peut dire, ben, finalement, grâce à ça, qu'on peut souhaiter à personne, hein, mais grâce à ça, ça m'a permis de. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la vie. Et cette conviction, même si elle n'est pas évidente à avoir, elle aide aussi. Elle aide aussi à accepter. Et elle aide aussi une fois qu'on a accepté, elle permet de s'adapter. C'est la même problématique. Moi, j'ai une amie qui a été handicapée physique suite à un accident à 20 ans ou 25 ans. Et donc, on a beaucoup discuté de ça. Et elle me disait, la difficulté, c'est effectivement, accepter, qui est vraiment difficile. Quand on est jeune et qu'on a un handicap, c'est vraiment compliqué. Et une fois qu'on a accepté, eh ben, on va pouvoir s'adapter. Et l'adaptation, forcément, on va découvrir que ça nous a fait franchir un palier, ça nous a fait grandir. Pas forcément grandir vers le haut, mais plutôt avec des racines, comme une plante, quoi, avec plus de profondeur aussi. Et ça, c'est pas facile, c'est compliqué, mais c'est magnifique. Enfin, quand on a la chance de pouvoir discuter avec des gens comme ça. J'ai fait ma première compétition que j'ai faite, c'était à l'armée, où j'étais au chasseur alpin. J'avais accompagné les championnats de France d'handicapés physiques. La plupart étaient aveugles. Et j'accompagnais une fille qui avait 15 ans. Donc on avait 3 boucles, on avait une boucle de, je ne sais plus, ça va être 15, 10 et 5 km. Et donc je l'ai accompagné pendant 3 jours comme ça. Ça a été pour moi une leçon de vie absolument incroyable. Et voilà. Et je dirais que des épreuves dans la vie, c'est ça. Et la blessure, en faisant du sport, c'est ça. Voilà. À une échelle bien moins grave, bien sûr. Que, oui, voilà. c'est sûr. Mais symboliquement, c'est pareil. Je veux dire, ça permet de. De prendre de tu prends un mur dans tous les cas, quoi. Ouais, tu prends un mur. Tu prends un mur, mais à toi de trouver le moyen, comment contourner, où est-ce que je le vois comme tu dis, un peu une plante, une rose, ce que tu veux, et tu mets un truc en plein milieu de ce qui l'a fait grandir, et elle va prendre un chemin différé. Exactement. Et ça va te faire prendre d'autres chemins, d'autres racines, comme tu dis. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une belle vision justement des choses, de côté opportunité plutôt que échec ou chose que tu peux pas dépasser. Alors, faut pas croire non plus qu'on est toujours à 100% dans cette logique-là. De toute façon, il faut le temps de l'accepter, comme tu le dis. Exactement. Mais il faut comprendre que le jour où on se retrouve badaboum, on se dit ok, on serre les dents. Ça c'est très les stoïciens qui disent que quand on peut rien faire, on ferme la gueule et puis on attend que ça passe. Et puis quand on peut faire des choses, on se défonce pour que ça marche. Et ça aussi on l'acquiert, ça aussi on comprend ce que ça veut dire. C'est très intellectuel. Je pense que c'est un sport vraiment comme la muscu. Pareil que je pensais que la muscu. Bon, ça va. Là, on finira bon copain. Est-ce que autour de tout ça, il y a des choses qui viennent que tu as envie d'ajouter, d'explorer autour de peu importe quoi d'ailleurs? Est-ce que ça t'a inspiré ça, cette discussion? Dans le cadre de ma pratique? Dans ce que tu veux, de ta vie, de la vie en général. Donc là, on est dans des réflexions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies professionnelles et des vies professionnelles qui ont bien marché à chaque fois.
Et je ne pensais jamais qu'à 60 ans passés, je pourrais redécouvrir le bonheur que d'avoir, de m'inscrire dans une aventure qui me permette de progresser, d'évoluer et de grandir. Et ça, je crois que c'est la plus grande leçon que j'ai appris. C'est qu'en fait, s'engager dans des projets qui sont exaltants, passionnants, qui fassent vibrer, eh ben, on peut le faire à n'importe quel âge, à n'importe quel âge. Et c'est pas forcément du sport, hein, ça peut être des engagements à droite et à gauche, ça peut être peu importe, mais ça, je trouve, c'est vraiment c'est vraiment, je crois, une vraie leçon que je pensais pas. Je pensais vraiment qu'il arrivait un moment où, à partir du moment où on déclinait, bon bah voilà, c'était fini, et puis c'était terminé. Et ben non, pas du tout, pas du tout. On peut encore trouver des chemins à explorer qui sont passionnants et sur lesquels on s'amuse comme des petits fous, quoi. C'est marrant que tu avais cette idée préconçue un peu en tête. Ouais, mais c'est aussi un peu l'image qu'on a aujourd'hui des vieux. C'est sûr, les vieux, tu vois tout de suite des gens un peu grabataires, un peu gâteux, bon, ce qui n'empêche pas d'ailleurs. Faites les deux, exaltés et grabataires. Mais vraiment, on a toujours une image un peu caricaturale. C'est vrai. Alors que on a cette image caricaturale et comme tu le disais aussi, on a les vieux eux-mêmes se dire, bon, de toute manière, à quoi bon, je suis plus capable de, etc. Et ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Donc voilà, je crois que c'est une leçon. Et il faut savoir que les clubs aujourd'hui, le club de Courbevoie, il a ouvert une option spéciale qui s'appelle Triathlon Vitalité, justement pour les gens qui ont envie de faire un peu de vélo, un peu de course à pied, un peu de natation, et puis bouger comme ça, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. De pouvoir s'ouvrir à un autre sport que celui où on va pas parler. Il fallait conclure quand même avec un petit peu d'aquagym. Et surtout qu'alors, si mon épouse voit ça, elle va me Tu lui montreras pas. Tu passeras vite les passages. On va peut-être en couper 2-3 schémas. Je vais rien montrer du tout. C'était quoi? Tu veux pas montrer? Non, c'est pas mieux. On n'a pas dit grand-chose d'intéressant. Tu connais déjà toute l'histoire. Ça va te saouler. La pauvre. Bon, désolée pour l'aquagym. C'était une discussion très intéressante. Franchement, j'en ai appris plus aussi sur le triathlon, même si j'avais un peu découvert et tout. Je pense que sans doute des personnes aussi vont découvrir un peu plus cette discipline. Et aussi sur... moi, c'est beaucoup sur l'aspect justement, tu vois, social qu'il peut y avoir autour de ça, quand tu t'y mets à fond, d'avoir une vraie communauté, comme tu dis, tu matches tout de suite avec des personnes qui sont exactement dans le même état d'esprit, donc ça doit être aussi une bouffée d'oxygène de voir ça. Donc très intéressant à écouter. Écoute, merci à toi. Je me demandais si j'allais pouvoir parler plus de 5 minutes, mais finalement, ça s'est bien passé. Ça va. Donc merci de m'avoir relancé intelligemment. J'ai fait de mon mieux. Hein. Voilà, j'ai sorti mes neurones. J'espère que les réponses vont être aussi intelligentes que tes relances. Je t'aurais regardé comme ça, sinon je pense. Si c'était pas le cas, c'est que ça devrait aller. Merci beaucoup, Patrick. Ok, Maëlle. Patrick Savet, qu'est-ce qu'on peut laisser comme ton Facebook? Ouais, le Facebook, il n'y a plus grand chose dessus parce que je suis en train d'en refaire un nouveau. Non, il n'y a rien de spécial. Inscrivez-vous à un club, faites un essai, mais sachez que c'est pas élitiste, c'est pas limité à des surhommes,
c'est ouvert à tout le monde, et quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelles que soient les capacités physiques, et que c'est très 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 ludique de pouvoir avoir 3 activités et combiner 3 activités pour se bouger un peu. Ce sera la phrase de conclusion, inscrivez-vous dans un club. Voilà. Et bah merci beaucoup Patrick encore une fois, et je vous dis à très bientôt.